Fondelatte raconte. Christophe Fondelatte. Voici une histoire croquignolesque qui remonte à la fin du 19e siècle et qui se déroule dans un tout petit village de Catalogne, Noède. Une histoire qui met en scène un curé, l'abbé Auriol, un jeune curé qui succombe au péché de la chair. Et pas que. C'est une histoire que je tire du livre de l'historien Lionel Dumarsais, qui sera là pour le débrief, l'affaire Abbé Auriol, aux éditions de Vecchi. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fondelatte. C'est une histoire qui remonte au temps où bouffer du curé était une saine occupation, un art de vivre. La Troisième République. Et si vous aimez le curé cuit à point, le curé en broche, le curé en papillote, vous allez vous régaler. Vous allez pouvoir en bouffer jusqu'à vous faire péter la sous-ventrière. Je vous plante d'abord le décor. Nous voilà à Noède, dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne, un matin de l'automne 1881, précisément le 25 septembre 1881. Noède, c'est un tout petit village, 62 habitants, accroché à la montagne, à 1800 mètres d'altitude, pas loin du pic du Canigou. Un bourg de maisons de pierre, blottis les unes contre les autres. Et vous voyez l'homme qui descend là, par le sentier. C'est le meunier de Noède, Michel Salsenac. Il descend à la ville, il en a pour 4 heures. Il va voir le procureur. Il a quelque chose à lui raconter. Une histoire terrible. Monsieur le procureur, eh bien voilà, je viens porter certains faits à votre connaissance. Ah? Et lesquels? Des faits très graves, monsieur le procureur. Figurez-vous que notre curé, l'abbé Auriol de Noède, il a assassiné de pauvres femmes, les sœurs Fonda. Il les a empoisonnées. L'abbé Auriol a empoisonné, dites-vous? Mais c'est-à-dire? Je vous explique, monsieur le procureur. C'était 2 sœurs qui vivaient ensemble. Eh bien, un jour, le curé, il s'est installé chez elle, à demeure. Et après, la première Marie, elle est morte, le 18 juillet. À midi, elle était à table, et le soir, elle est morte. Elle était malade, mais quand même. Et ensuite, le curé, il est resté vivre avec l'autre sœur Rose. Et le 25 août, vous entendez ça, monsieur le procureur? Le 25 août, il l'a amené à Perpignan pour lui faire un testament. Et le 30 août, Rose, elle est morte aussi. À midi, elle allait très bien, et à 1 heure, elle souffrait comme une bête. Elle criait comme ça, je suis morte, j'ai quelque chose qui brûle dans mon ventre. Et à 2h30, mais elle était passée. Et l'abbé, comment a-t-il expliqué ça? Eh bien, il a dit que c'était une crise de choléra. Et il l'a fait enterrer le lendemain, sans même attendre la messe. Le curé. Et quand les parents sont venus, il les a chassés. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici, tout m'appartient. Il a pris toute la succession. Ah oui? Poursuivez. À Noël, on a de suite vu que c'était pas normal. Mourir juste après avoir fait un legs au curé. Et tout le monde a dit, eh bien c'est la faute à l'institutrice. L'institutrice? Eh oui, mademoiselle Vernet. Figurez-vous qu'elle et l'abbé Auriol, eh bien comment dire, ils se disaient pas que des prières, vous voyez, monsieur le procureur? Ils fricotaient, quoi. Et alors? Pourquoi est-ce que vous me parlez de ça au passé? Eh bien, parce qu'elle a dû partir. Une institutrice avec un curé, ça faisait scandale au village. Et l'abbé Auriol, il va la rejoindre avec le magot. Il a déjà vendu toutes les terres et les fondats, et tous les meubles, et même les provisions. Il faut faire quelque chose, monsieur le procureur. Ce soir, ça sera trop tard. Il sera envolé. Envolé? Oui. Ce soir ou demain, monsieur le procureur. C'est sûr, hein? Votre curé, là, Auriol, monsieur Salsenac,
Rappelez-moi quand est-ce qu'il est arrivé à Noël. Oh, ça doit faire un peu plus d'un an, monsieur le procureur. C'était en avril 1880, exactement. L'abbé Joseph Auriol débarque à Noël à peine sorti du séminaire. Il a tout juste 27 ans. C'est son premier poste de curé. Et objectivement, il se retrouve au trou du cul du monde. 62 habitants. C'est simple, après le village, le chemin s'arrête. Et sur l'église, il n'y a pas de clocher, juste une armature en fer forgé. Ça n'est pas le poste de curé du siècle. Mais c'est un fils de paysan, c'est un Catalan, un gars du coin, et ma foi, il s'intègre assez vite. Quand il arrive, il conserve la bonne de l'ancien curé, Rose Fonda. Elle lui fait le ménage, à manger, sa lessive, et elle lui raccommode sa soutane. Et puis, assez vite, il trouve plus commode d'aller manger directement chez elle, le midi et le soir. Et donc il fait la connaissance de sa sœur, Marie. 2 saintes femmes que ses sœurs Fonda. De vraies grenouilles de bénitier, elles vivent d'une petite rente, et elles sont bien contentes d'arrondir leur fin de mois avec l'argent du curé. Comme elles étaient bien contentes d'accueillir en pension l'institutrice, mademoiselle Vernet, Alexandrine Vernet. C'est là que le curé la rencontre, chez les sœurs Fonda. Quoiqu'il serait forcément tombé dessus, 62 habitants. Et puis, l'hiver arrive, la neige, le vent, et à un moment, le curé se rapproche d'elle près du feu. Et voilà. Et dans un patelin de 60 habitants, tout le monde finit par être au courant. Le curé est à la colle avec l'institutrice. Oh ben, on voyait bien que l'abbé était tourmenté. Mais que voulez-vous? C'était plus fort qu'eux. Les villageois, ma foi, sont à moitié choqués. C'est long, l'hiver tout seul. Mais quand ça arrive aux oreilles de l'inspecteur d'académie de Montpellier, là c'est une autre histoire. Je vous rappelle le contexte, 1881, la Troisième République, le triomphe des laïcards. Alors une institutrice avec un curé, c'est un problème. Et donc la jeune Alexandrine Vernet est convoquée au rectorat. Et ensuite, elle est mutée à 12 kilomètres de Noël. Et le curé est comme une âme en peine. Il est amoureux. Et donc le soir, on le voit passer d'un bon pas pour la rejoindre. 10 kilomètres aller-retour à pied, le plus souvent. Et parfois en patache, en calèche. Et je vais vous en raconter une bien bonne, monsieur le procureur. Une bien bonne. Une fois, ils étaient en patache tous les deux. Figurez-vous qu'à la sortie du village, d'après ce que m'a dit le cocher, à l'arrière, ils ont commencé à s'amuser. Et elle a glissé la main sous la soutane. C'est pas beau, ça? Et une autre fois, à Perpignan, on les a vus prendre le train ensemble. Et pendant le voyage, le curé a changé d'accoutrement. Et il a troqué la soutane pour une redingote. Et il s'est coiffé de chaperon. C'est pas curé qui l'aurait dû faire. C'est comme hier. La confidence est croustillante. Mais ce qui intéresse le procureur, c'est que juste après, meurt la première des 2 sœurs Fonda, Marie, le 18 juillet. Et c'est donc après que sa sœur Rosa s'installe au presbytère, et que le curé la traîne chez le notaire, et qu'il signe 2 testaments, dans lesquels chacun lègue à l'autre tous ses biens en cas de décès. C'est réglo, hein? Sauf que 10 jours plus tard, Rosa Fonda meurt à son tour. Et le jour même, monsieur le procureur, le jour même, l'abbé vend les chèvres de Rosa. Et après sa maison. Et un peu plus tard, 3 champs qu'elle avait. Et à la messe suivante, le curé annonce à ses ouailles qu'il part en congé. Oh merde! Un curé en congé! C'est ça qui décide le meunier à prendre son bâton et à descendre chez le procureur. Pour lui, c'est clair, l'abbé Auriol ne part pas en congé, il fuit. Il va rejoindre sa maîtresse. Le procureur demande au meunier de coucher tout ça par écrit. Il va faire coffrer l'abbé avant que l'oiseau ne s'envole.
Pour empoisonnement, pour l'instant, il manque de preuves. Mais avec l'épisode de la calèche, il le tient pour outrage public à la pudeur. Enfin, la main d'Alexandrine sous la soutane d'un curé. Il est cuit. Si le procureur veut le coincer, il a intérêt à ne pas traîner, parce que le curé vient de quitter Noël. Il traîne une énorme valise. Et vous allez où, monsieur le curé? À Carcassonne. Je m'en vais à Carcassonne. Mais il commet l'imprudence de s'arrêter à Prades pour régler une dernière affaire chez le notaire. Et c'est là, rue de l'École, qu'il est interpellé par le maréchal des logis Ribes. Vous êtes bien l'abbé Auriol? Joseph Auriol? Oui, c'est moi. Eh bien, justement, on vous cherche. Veuillez me suivre. Mais pourquoi? Vous verrez. Je crois que c'est une affaire d'outrage à la pudeur. Écoutez, je suis attendu pour une retraite. Laissez-moi partir et je me présenterai à la gendarmerie demain. Hein? Vous avez ma parole. Ah, désolé mon père, si ça tenait qu'à moi. Mais les ordres sont les ordres. Voyons comment il va se dépatouiller avec tout ça. L'abbé est d'abord interrogé par le procureur en personne, et puis par le juge d'instruction, 2 républicains purs et durs, 2 bouffeurs de curés, bien entendu. Depuis quand, monsieur, fréquentez-vous mademoiselle Vernet? C'est-à-dire que je l'ai rencontrée chez les sœurs Fonda, et je reconnais que du jour où elle a pris pension chez les sœurs, j'aurais dû cesser de m'y rendre aussi. Ça m'aurait épargné bien des ennuis. Tous ces racontars viennent du meunier, n'est-ce pas? Je le sais, il a mauvais esprit, et il avait des vues sur l'institutrice, et donc il m'en veut. Mais rien, je vous promets que rien de ce qu'il raconte n'est vrai. Tenez, il a même fait courir le bruit que mademoiselle Vernet était enceinte de moi. Mais monsieur le juge, c'est bien impossible. Je ne l'ai jamais touché. Le juge n'est absolument pas convaincu. Et il inculpe le curé pour outrage public à la pudeur. Et il l'envoie sur le champ au fond d'un cachot sans fenêtre. Et le lendemain, il fouille sa valise. Et il trouve une petite fiole contenant un liquide. Le curé dit que c'est un remède contre la rage de dents. Et si c'était plutôt du poison? La fiole est envoyée au laboratoire. L'après-midi même, l'abbé Auriol est extrait de sa cellule pour être ramené devant le juge. À pied, à travers les rues de Prades, avec un seul gardien. Eh bien, vous n'allez pas le croire. D'un coup, le curé soulève sa soutane et il se met à courir. Et le gardien se lance à ses trousses. « Arrêtez-le! Arrêtez-le !» Mais grâce à ses randonnées nocturnes, l'abbé a de l'entraînement. Et donc il a de l'avance. Et maintenant, ils sont 2, puis 5, puis 10 à lui courir après, mais en vain. Le curé Auriol a réussi à s'enfuir dans la campagne. Le procureur est furieux. « Mais enfin, faites une battue! Retrouvez-moi ce fichu Curton !» C'est un gendarme qui le découvre, planqué derrière un buisson en chemise. Il lui reste encore assez de force pour se débattre. Le 30 septembre, l'affaire est dans le journal L'Éclaireur. On prétend que les curés sont les ennemis de l'enseignement laïque. C'est une erreur. Du moins, le curé de Noël nous a prouvé pour son compte qu'il n'avait aucune aversion pour les institutrices. Le lendemain, l'abbé Auriol, escorté cette fois par plusieurs gardes, est finalement conduit devant le juge. « Monsieur Auriol, je vous ai déjà inculpé d'outrage à la pudeur. Eh bien, aujourd'hui, j'élargis les chefs de votre inculpation. Je vous inculpe pour le double empoisonnement des sœurs Fonda. » Et là-dessus, on se met à la recherche d'Alexandrine, l'institutrice.
et on retrouve sa trace dans un hôtel de Carcassonne où elle vient de passer 8 jours. Eh bien, elle est arrivée à l'hôtel avec un jeune homme. Il était habillé en catalan, mais j'ai trouvé qu'il parlait très bien français. Et qu'il avait l'air aussi côteleux, vous voyez, fourbe, quoi. Et c'est ce qui m'a fait penser après que c'était peut-être bien un curé déguisé, quoi. Et comme la demoiselle est arrivée à l'hôtel, elle n'avait pas un sou, elle attendait les mâles, et j'ai noté que quand les mâles sont arrivés, eh bien, elle avait une sacoche en cuir, pleine d'or. Et on apprend qu'Alexandrine a attendu son amoureux dans sa chambre, en se rongeant les sangs, 1 jour, 2 jours. Elle ne savait pas que l'abbé était en prison. Elle a cru qu'il l'avait abandonné. Alors elle lui a laissé une lettre rageuse. Je suis encore à l'hôtel Saint-Pierre, où je t'attendrai toujours. Mais hâte-toi de venir, ou je meurs de désespoir. Tu veux donc me laisser, cruel, ingrat, inhumain. Tu ne peux me reprocher qu'une chose, c'est de t'avoir trop aimé. Cette lettre est maintenant dans le dossier du juge. Et puis, le 2 octobre, elle a quitté l'hôtel sans laisser d'adresse. Elle m'a dit qu'elle allait rentrer dans un couvent, dans le Nord, je crois. Un couvent, pour se soigner d'un chagrin d'amour avec un curé. On aura tout vu. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas près de revoir son joli cœur en soutane. Pendant ce temps-là, l'abbé Auriol est toujours devant le juge. Et il passe un sale quart d'heure. Alors, pourquoi cette tentative de fuite, monsieur l'abbé? Eh bien, c'était pour éviter la honte, quoi. La honte de me voir conduit prisonnier à travers les rues de Prades. Le liquide qu'on a retrouvé dans votre valise, on l'a fait analyser. C'est de l'acide prussique. C'est un poison mortel, vous le savez. Un commentaire? Eh bien quoi? Je voulais m'en servir pour des expériences botaniques. Ah bon? Et lesquelles, monsieur l'abbé? Eh bien, décolorer des fleurs. Le juge a fait le compte des biens reçus en héritage par le curé au décès des 2 sœurs Fonda. Une maison, 3 parcelles de terre, une propriété par-ci, une autre par-là. Il a tout revendu. Quand j'ai eu tout vendu, j'ai touché environ 19 000 francs en argent. Et je pouvais guère, en tant qu'ecclésiastique, exploiter ces terrains. Et avec l'argent, j'ai d'abord réglé 3 000 francs de dette qu'avaient les pauvres sœurs Fonda, et j'avais l'intention de placer le reste au bénéfice des neveux et des nièces, monsieur le juge. 19 000 francs, vous dites. Moi, 3 000 francs de dette, ça fait donc 16 000 francs. On a retrouvé sur vous que 11 000 francs. Il manque 5 000. Où sont-ils passés? Ah, ça je sais pas, hein. Tout à l'heure, j'ai jeté un papier, et j'ai peut-être jeté les billets avec. La mauvaise foi de ce curé est incroyable. Vous ne les avez pas plutôt envoyés à mademoiselle Vernet, hein? À propos, où est-elle? Elle n'a rien à voir avec tout ça. Fichez-lui la paix. Si vous avez des accusations à porter, vous les portez sur moi, et sur moi seul. Alexandrine n'est que dévouement. Elle n'est que générosité. Qu'aviez-vous l'intention de faire en quittant Noël? Et, je suppose, votre état ecclésiastique. Et pourquoi Alexandrine avait-elle une partie de vos bagages? Je refuse de répondre. Fichu caractère, ce curé. Mais à un moment, il se calme. Oui, je voulais quitter la soutane. Et nous devions nous retrouver. Et nous avions le projet de partir ensemble en Espagne. Mais elle ne voulait pas. C'est moi qui l'ai entraînée. Le juge, en professionnel, sent que l'abbé n'est pas loin de craquer. Bien, demain, l'abbé, nous allons vous amener à Noël.
hein, et perquisitionner votre presbytère. Et nous procéderons là-bas à une reconstitution. Vous voulez me remonter là-haut? Ah, ça non, je veux pas y remonter. Il le faudra bien. Garde! Emmenez l'abbé en prison. Attendez, attendez. Je vais tout vous dire. Et là, on lui donne une plume et du papier. Et l'abbé passe à confesse. Pour mettre ma conscience en paix, avec Dieu et avec les hommes, auxquels je demande pardon de mon crime, je déclare que j'ai commis le crime horrible d'empoisonnement sur la personne de 2 saintes âmes, auxquelles je ne devais que de la reconnaissance. Cette faute, je l'ai commise dans l'unique intention de capter une fortune qui m'aurait permis de satisfaire une passion coupable. Puis il demande pardon à l'Église catholique, à sa famille, à celle d'Alexandrine et aux paroissiens de Noël. Le lendemain, le procureur, le juge, son greffier et un gendarme prennent le chemin de Noël et ils trouvent le presbytère vide. Confirmation que l'abbé avait bien décidé de s'enfuir. On exhume ensuite le corps des sœurs Fonda. Dessus, on prélève les viscères et on les met dans des bocaux, lesquels bocaux sont expédiés à Montpellier pour analyse. Et puis on demande à l'abbé d'entrer dans les détails du crime. Il affirme que Marie Fonda était atteinte d'hydropisie et que selon ses médecins, elle était promise à une mort subite. Et les docteurs confirment. Elle avait une maladie du cœur. Comme elle ne se sentait pas bien, j'ai fabriqué un liquide en y faisant infuser 5 ou 6 racines de baladre dans 1 litre d'eau. Et j'ai versé ça dans sa tasse, je dirais la valeur d'un petit flacon, et une demi-heure après, elle avait une attaque. La baladre, c'est le nom catalan de l'hellébore blanche. C'est un poison bien connu des herboristes. Et pour Rose, la sœur, comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, Rose, elle était toujours souffreteuse. Et elle allait s'affaiblissant. Surtout après la mort de Marie. Et le 30 août, elle était prise d'un malaise général. Et elle m'a dit qu'elle se sentait enveloppée d'un manteau de glace. Et dans une des portions de tilleul qu'on lui donnait, j'ai eu la faiblesse et le malheur de verser quelques gouttes de ce liquide que vous avez saisi dans ma valise. C'est de l'acide prussique. Et à 2 heures du soir, elle a perdu connaissance pour plus se réveiller, quoi. L'acide prussique, pour dire les choses clairement, c'est ce qu'on appelle le cyanure. Et là, le juge apprend que Zette, la nièce des sœurs Fonda, 13 ans, était là quand ses tantes sont mortes. Alors il l'interroge, elle aussi. Elle n'a pas tout compris, mais elle a tout vu. Eh bien le curé, il a mis le contenu d'une petite fiole dans un bol de tisane. Et quand elle pouvait presque plus avaler, il lui a fait ouvrir la bouche, et il a passé à travers les dents le contenu d'une petite cuillère. Et après, quand j'ai repris la cuillère, le curé m'a crié « Ne la mets pas avec les autres !» Elle raconte aussi un épisode un peu gênant. Une nuit, elle a surpris sa tante Rose, Alexandrine et le curé, qui s'amusaient tous les 3 dans la même chambre. Tous les 3! Là aussi, elle n'a pas tout compris, mais elle a tout vu. Le curé est donc aussi un partouzard. Et Zette raconte aussi qu'à Prades, chez le notaire, sa tante Rosa ne voulait pas signer le testament, et que le curé s'est enfadé. Il lui disait « Il faut le faire ou je te quitte !» Et là, il a pris son bâton et son sac, et il est parti. Et ma tante l'a rattrapé. Et après, eh bien, elle a bien voulu signer le testament.
Le rapport d'autopsie et l'analyse chimique parviennent sur le bureau du juge début octobre. Et c'est bien embêtant parce que on n'a pas retrouvé dans les viscères des deux sœurs de traces d'acide prussique ni de traces d'élébore. Heureusement qu'il y a les aveux. Sauf que le 8 octobre, l'abbé écrit au juge, il se rétracte. Ma conduite a bien été celle que j'ai dite en ce qui concerne mes faiblesses avec mademoiselle Vernet. Mais je dois aussi déclarer que je suis tout à fait innocent vis-à-vis des empoisonnements que j'ai mis à ma charge. La preuve de mon innocence résultera avec évidence de l'expertise que vous avez confiée à la science médicale. Pas con, le curé. Mais comment sait-il que les analyses sont négatives? Le juge est furieux, il se précipite à la prison. Mais enfin, monsieur le juge, je n'ai empoisonné ni Marie ni Rose. J'ai avoué parce que je voulais pas faire le voyage à Noël entre deux gendarmes, hein? Vous m'aviez promis que si je parlais, je serais dispensé de ce calvaire. C'est pour ça que je vous ai fait ces aveux. Malgré ça, le 17 janvier 1882, l'abbé Joseph Auriol est renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour l'empoisonnement de Rose et Marie Fonda. Il risque la guillotine. Le procès de l'abbé Joseph Auriol s'ouvre le 29 juillet 1882 à Perpignan. Et il attire les foules, et surtout des femmes, ceux dont le journal républicain L'Espérance s'offusque. Ces femmes ne perdraient rien à se tenir éloignées de ces débats publics où les attire une curiosité malsaine. Qu'elles se le tiennent pour dit. L'abbé apparaît en veste noire, il ne porte plus la soutane. Et le président se lance alors dans le récit de la romance de Noël. Pendant 6 mois, monsieur Auriol, on vous vit dans des transes continuelles, n'est-ce pas? Oh, je sais que cette passion naissante était blâmable chez un curé. Mais je n'ai pas pu résister. A-t-il existé des relations intimes entre vous et mademoiselle Vernet? Ça dépend du sens que l'on applique à ces mots de relation intime. Si c'est relation d'affection, oui. Mais si c'est relation d'actimoro, c'est faux. En clair, l'abbé prétend qu'il n'a pas couché avec Alexandrine, que c'était un amour platonique. Bien sûr. C'est alors que le président a battu une carte maîtresse. Il sort une lettre dont la défense n'avait pas connaissance. Elle a été saisie à la poste. Elle est datée du 22 août, et c'est une lettre codée, chiffrée, car les amants avaient inventé un alphabet secret, un code rien qu'à eux. Le A, par exemple, c'est 1 point sur un tiret. Le B, c'est 2 points sur un tiret. Et le M, c'est 2 points, une barre et 1 point. Et une fois décrypté, voilà ce que ça donne. Je lis la lettre. Mon amour m'a bien aimé. Rose m'a fait testament. Elle est malade depuis. Le moindre travail lui donne de la fièvre. Écris-moi avant ton départ et ne te tracasse de rien. Conserve-toi pour ton bien-aimé. Adieu du départ, amour toujours, éternellement à ma seule, unique, tendre, douce et aimée Alexandrine, ton fidèle pour la vie, Louis Duval. Est-ce que c'est vous, Louis Duval, monsieur l'abbé? Est-ce que vous reconnaissez cette lettre? C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai écrite, hein? Il n'y avait que vous, pourtant. Et elle, qui écriviez en chiffres secrets. Ah non, je ne sais pas. On fait défiler des témoins, et notamment le cocher, qui vient raconter ce qui s'est passé dans sa carriole. Mademoiselle Vernet a-t-elle mis la main sur ou sous la cuisse du curé? Sur la cuisse. Moi j'ai bien compris qu'il se caressait. Et a-t-elle posé la main
Sous la soutane. Ah, dessous la soutane, je l'ai pas vu. Mais j'ai vu des gestes équivoques, ça, oui. De la main droite et de la main gauche. J'ai été jeune, vous savez. Et j'ai pensé ce qu'il voulait faire, quoi. Parmi les 35 témoins cités à la barre, seuls 2 défendent l'abbé. D'abord le maire du village. Quelle est votre opinion, monsieur le maire, sur l'abbé Auriol? Eh, ma foi, elle est plutôt bonne. Il n'avait pas d'ennemi personnel? Si, il en avait qu'un. Monsieur Salsenac, le meunier. Et son autre soutien est un autre abbé qui décide par solidarité de le soutenir. À mon âme et conscience, je le crois innocent. Ça risque de ne pas suffire. Vient le moment de la plaidoirie de l'avocat général Rousselier. La débauche et la cupidité sont les mobiles de ce crime. Et j'en tiens pour preuve la saisie dans les bagages de l'abbé d'un livre intitulé « Fraude dans l'accomplissement des fonctions génératrices ». Autrement dit, l'art de pécher sans concevoir. Pour des attentats comme ceux qu'il a commis, je dis que la justice des hommes ne doit pas être miséricordieuse. Mais il ne réclame pas la peine de mort. Il se contentera du bagne à perpétuité. L'avocat du curé, maître Noé, plaide ensuite. La science n'a rien établi et aucune preuve n'a été apportée. On n'a pas retrouvé de traces de cyanure dans les viscères des 2 pauvres femmes. Et comme preuve, nous n'avons que des témoins. Et ces témoins sont des ennemis politiques et des anticléricaux. Rien de plus. Il n'y a aucune raison de les croire. Aucune. L'audience est suspendue à 1h du matin. Et 3/4 d'heure plus tard, les jurés reviennent. Monsieur le premier juré, je vous écoute. Quel est votre verdict? Coupable, monsieur le président. Coupable d'avoir empoisonné les sœurs Fonda. Mais nous lui accordons les circonstances atténuantes. À cause de la passion, du feu brûlant de l'amour que chacun peut comprendre. Joseph Auriol, levez-vous. La Cour vous condamne aux travaux forcés à perpétuité. Et la foule, entre 2 et 3 000 personnes d'après les journalistes, se disperse dans la chaleur de la nuit de Perpignan. Et l'abbé Auriol est envoyé au bagne en Nouvelle-Calédonie, sur l'île des Pins. Et on ignore totalement ce qu'il est devenu. Et Alexandrine alors? Eh bien, on sait qu'en 1896, 14 ans après cette affaire, elle s'est mariée avec un veuf qui avait déjà 7 enfants. Et qu'elle est morte en 1931, à l'âge de 75 ans. Voilà pour cette histoire absolument unique que j'ai tirée directement du livre de Lionel Dumarsais, L'affaire Abbé Auriol, aux éditions de Vecchi. Et vous êtes là, monsieur Dumarsais. Alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est assez rare, c'est que vous êtes historien. Vous n'êtes pas journaliste comme la plupart des gens qui écrivent des livres sur ces procès anciens. Vous n'êtes pas non plus un magistrat à la retraite, ni un avocat à la retraite. Vous êtes un historien. C'est donc que dans cette histoire, vous avez trouvé quelque chose qui raconte l'époque. Oui, effectivement. Mais moi, je me suis passionné en fait pour l'affaire parce que c'était un peu pour moi, si vous voulez, comme une enquête policière. Je suis allé sur les lieux, donc j'ai visité les villages de Noël, de Mossé où est née Alexandrine Garnet. J'ai retrouvé sa tombe dans le cimetière
Et bon, j'ai beaucoup fouillé dans les archives départementales des Pyrénées-Orientales. Et en fait, je cherchais, si vous voulez, à la lecture de ce qui avait été écrit précédemment, j'ai cherché le fameux code. Et j'ai fini par le trouver. Donc ça a vraiment été bon. Dans le dossier. Pas un grand. Oui, j'ai pas trouvé. C'était pas un grand moment d'émotion. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup motivé. Vous voyez. J'ai trouvé ce fameux code qui permettait donc à Alexandrine et à Joseph de communiquer sous le sceau du secret. Alors c'est une histoire qui raconte quelque chose d'une époque et de l'affrontement qui existait entre les curés, enfin les catholiques, et les républicains, qui bouffaient du curé, qui ne s'en cachaient pas, alors que jusque-là, on pouvait penser du mal de l'Église catholique, mais ne pas le dire à voix haute. À cette époque-là, on peut le dire. Oui, mais bien sûr, il y a eu, mais ceci étant, bon, il n'y a pas eu, si vous voulez, des campagnes de presse effrénées. Hein. Il y a eu, bon, effectivement, des comptes rendus dans les journaux de l'époque, notamment donc dans l'Espérance, qui était le journal royaliste, hein, mais bon, l'Éclaireur étant le journal républicain, c'était les deux concurrents de l'époque. Donc il y a eu effectivement mention donc de cette affaire, sans que ça déborde trop, si vous voulez, sur la place publique, sauf effectivement après le verdict, où là, bon, on a encore un petit peu réglé les comptes entre les deux parties antagonistes, qui étaient en verve à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, au fond, d'exploitation à l'époque par les laïcards républicains des errements de ce curé. Ils l'ont mentionné, si vous voulez, mais on peut pas dire qu'il y ait eu une campagne de presse vraiment acharnée à l'encontre d'Auriol. Bon, il y a un journaliste, Henri Raymond, qui a un petit peu brocardé le curé et qui a fait un peu d'humour sur lui, mais à part ça, bon, on peut pas dire que il y a une campagne de presse nationale, par exemple. Vous voyez, c'est resté quand même assez confidentiel dans la région. Hein. Ça s'est vraiment cantonné, si vous voulez, à la presse de province. Ça n'a pas pris des proportions telles qu'on aurait pu l'attendre pour une affaire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans les journaux de Paris. On peut pas dire, si vous voulez, que ça ait touché la France entière. C'est quand même resté relativement confidentiel, quoi. L'avocat du curé, la maître Noé, quand il dit que tous les témoins qui accusent le curé sont des ennemis politiques et des anticléricaux, il brode. Non, parce que bon, il y a certainement, si vous voulez, un antagonisme entre le parti catholique. Bon, à l'époque, si vous voulez, dans les petits villages, comme était celui de Noël, il y avait forcément il y avait les partisans du curé, les anciens nostalgiques, de la royauté, hein, surtout d'ailleurs, comme vous l'avez bien mentionné, le parti des femmes. Hein, bon, là, on se souvient de Michelet. Et bon, la femme, c'est le prêtre. Hein, dans son histoire de la Révolution française. Et donc, il y a effectivement un parti du curé, si on peut dire, hein, même si Noël est quand même un très petit village. Et puis, il y a forcément des partisans donc de la Troisième République, hein, comme le fameux meunier Salsenac qui va en fait déclencher toute l'affaire. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que moi je suis un grand romantique, mais elle me touche un peu quand même l'histoire de ce curé, parce que il a 27 ans, bien sûr il a tué ces deux femmes, mettons ça de côté 2 secondes, il a 27 ans, on pressent que comme tous les prêtres de cette génération, il est sans doute, peut-être en savez-vous plus d'ailleurs là-dessus, il est le 3e ou 4e enfant d'une grande famille où il est de tradition qu'un enfant soit curé, et donc il se retrouve là, mais en fait il a envie de femme, quoi. Alors, il n'est pas le fils d'une nombreuse famille. Hein. Je crois qu'il est fils unique, hein, Joseph Auriol. Sa mère est morte quand il avait 6 ans, donc je crois qu'il n'a pas de frères et sœurs. En fait, il est tout seul. Ah, il est curé parce qu'il est passé par les pensionnats et le petit séminaire. En fait, il est tombé en adéquation, en quelque sorte, avec un curé de village, le curé donc du village de ses parents adoptifs. Et donc, il a trouvé, en fait... On peut pas dire qu'il ait trouvé la vocation parce que c'est quelqu'un qui hésite, il sait pas s'il va être curé, après il veut s'engager dans l'armée parce qu'on est en 1870, donc c'est quelqu'un qui tergiverse beaucoup, on sait pas trop ce qu'il veut. Il va en fait rentrer dans les ordres parce que effectivement il est en quelque sorte poussé par des prêtres qu'il côtoie. On dit qu'il va prendre des cours de latin, vous voyez. Donc il est fasciné certainement par des personnages emblématiques, hein, charismatiques des prêtres. Et donc finalement, il va basculer du côté de la religion, mais il aurait très bien pu
basculé d'un autre côté s'il avait rencontré des gens très différents. Donc Il est on peut curé pas par dire que ce soit nécessité, quoi, c'est ça, hein. par nécessité, bon, je dirais pas ça, mais bon, c'est quelqu'un qui a pas Par une affinité. vocation vraiment effrénée, quoi. Oui. Bon, vous voyez. Donc c'est assez touchant que cet homme soit travaillé par la chair. Enfin, il est beaucoup travaillé parce que non seulement Ah il oui. couche avec l'institutrice, mais il couche aussi avec Rose. Vraisemblablement, oui, mais en contrepartie, si vous voulez, Alexandrine Vernet, c'est pas une oie blanche, hein, parce que moi j'ai trouvé des correspondances, vous en avez lu un extrait. Les correspondances d'Alexandrine Vernet, elles sont quand même très très tendancieuses, hein, donc pour l'époque, si vous voulez, c'est une jeune femme qui quand même laisse suspecter quand même un certain nombre de choses, quoi. Elle avait aussi certainement un certain goût pour la chair, c'est clair, avec des sens certainement un peu débridés. Donc Oui. deux personnages comme ça qui se rencontrent, si vous Dans voulez, un lui, village qui a de pas 62 habitants, parce que c'est Voilà, ça qui est donc, stupéfiant. Oui, dans un petit village, c'est clair que ça fait des étincelles. Et en plus, avec Rose Fonda en toile de fond, enfin, c'est vrai que ça fait un méli-mélo assez incroyable pour l'époque, hein, ça c'est certain. C'est vrai que ça peut paraître effectivement un peu étonnant et puis attachant en même temps, parce que c'est vrai que pour l'époque, c'est deux personnages, si vous voulez, qui sont très naïfs parce qu'ils vont se faire broyer évidemment par la morale de l'époque, hein. Est-ce que on peut envisager éventuellement que le dossier ait été légèrement alourdi par le procureur, le juge d'instruction, qui sont, ça va de soi, des républicains purs et durs, et qui trouvent là l'opportunité d'en rajouter une louche? Oh, j'ai pas l'impression, parce qu'il y a quand même, si vous voulez, des éléments à charge qui sont terribles, hein. Donc même si je suis un peu comme vous, moi je suis je pense évidemment pour le fait qu'il vaut mieux laisser un coupable en liberté Un que innocent en condamner prison. un innocent, Ouais. qu'un innocent en prison. Mais effectivement, il y a quand même des éléments qui sont extrêmement lourds, hein, vis-à-vis de d'Auriol. Donc elle, évidemment, elle est un petit peu en dehors de ça, Alexandrine, mais elle est quand même un des agents, si vous voulez, de cette affaire, malgré tout, hein. Vous êtes allé à Noël, me dites-vous? Oui, je suis allé partout. Oui. Moi, je suis allé le visiter avec Google View, parce que c'est ce que nous propose l'époque. On le voit bien, ce village. Enfin, il est tel que je me l'imaginais. On est vraiment en haute montagne, hein, 1800 mètres d'altitude. Oui. On est vraiment dans un bout du monde. C'est un village qui est très austère. Enfin, c'est vrai que c'est très 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 dur. On s'imagine que dans un lieu comme ça, deux êtres, jeunes, puissent avoir, même s'il y en a un des deux qui est un ecclésiastique, puissent avoir des tentations de la chair. Ça, c'est quelque chose qui me paraît presque évident, quoi. Oui. On s'ennuie ferme à Noël, probablement. Est-ce qu'à Noël d'aujourd'hui, on a la mémoire de cette histoire? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui savait? Non, écoutez, dans mon souvenir, pas. J'ai parlé un peu avec les gens, mais ils s'en souvenaient pas vraiment, puisque je l'ai pas mentionné. Donc c'est vraiment quelque chose qui est parti de la mémoire locale, hein. Et donc Alexandrine Vernet est enterrée là? Alors non, Alexandrine Vernet, donc comme vous le disiez tout à l'heure fort justement, elle s'est remariée à l'âge de 40 ans, avec quelqu'un qui était veuf et qui avait 7 enfants, mais elle a choisi quand même de se faire enterrer non pas avec son mari, mais dans son village natal, dans le caveau, enfin ce que je dis, le caveau familial. En fait, j'ai retrouvé sa tombe tout à fait fortuitement, parce que je suis allé dans le village, donc visiter le village de Mossé pour m'imprégner effectivement de l'atmosphère du lieu et marcher un peu dans les pas d'Alexandrine. Et j'ai retrouvé tout à fait fortuitement, à la droite du cimetière, qui est un minuscule petit cimetière, hein, à droite de la porte, vous avez du portail d'entrée, vous avez une tombe un peu guingois, qui est la tombe d'Alexandrine Vernet. Ouais. Et alors lui, on ne sait pas. Lui, on ne sait pas, non, on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui prétend qu'il a été amnistié parce qu'il était malade. Moi, j'ai rien retrouvé qui permette d'affirmer cela. Est-ce qu'il est mort au bagne? Est-ce qu'il a été amnistié et il est mort en revenant en France? Ça, je ne saurais pas le dire. Je vous remercie du fond du cœur, monsieur Dumarsais, d'avoir exhumé cette histoire, parce que pour nous, évidemment, c'est pain béni, c'est le cas de le dire. Votre livre s'appelle L'affaire Abbé Auriol. Il paraît aux éditions De Vecchi, signé Lionel Dumarsais. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.